bienvenue sur le podcast Innover en Wallonie. La Wallonie, c'est cette région de Belgique où il y a autant d'idées ingénieuses que de trous sur les routes. Je suis Sarah Tillens, chargée de communication pour Innovatech. Au quotidien, on aide les entreprises à développer des innovations techniques. Au travers de ce podcast, je pars à leur rencontre. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, même si c'est peut-être pas la saison au moment où le podcast va sortir, moi je pense qu'il n'y a pas de saison pour manger des glaces. On va parler des glaces, des crèmes glacées aujourd'hui, car je suis avec le directeur général des glaces Franklin. Des glaces qui commencent à être vues un peu partout en Belgique. D'ailleurs, moi, j'avais rencontré ces glaces Franklin il y a 5-6 ans au Salon des Innovations Wallonnes. Tout le monde était venu me voir parce que les gens qui me connaissent savent que je suis fanat de glace, en me disant, voilà, il y a des glaces qui sont sans sucre ajouté, qui sont 2-3 fois moins caloriques. Waouh, je vais pouvoir en manger plus, c'est chouette. Et bon, à ce moment-là, les glaces étaient commencé à se faire connaître, vraiment de la région binchoise, parce que les glaces Franklin sont nées à Binche. Et puis maintenant, voilà, on les voit un peu partout. Donc, on va aborder tout ça, on va aborder l'innovation. Vincent Arvon, merci de m'accorder cette interview. Bonjour et avec plaisir. Alors, justement, l'innovation. Donc, il y a 5-6 ans, quand j'entendais parler des glaces Franklin, c'est des glaces sans sucre ajouté, des glaces moins caloriques. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins ce sur quoi on met l'accent maintenant chez les glaces Franklin. Alors, il y a aussi des innovations en termes de goût, parce que vous faites des glaces, j'avais vu à la crique, à la bablute, au spéculoos, au sirop de liège, alors très belge, tout ça. Et des glaces, évidemment, traditionnelles, vanille ou chocolat, etc. Comment tu situerais l'innovation chez Franklin ? Alors, à la toute base, l'idée centrale de notre marque, c'est Franklin qui l'a apporté. Franklin est un artisan maître glacier. Et son idée à la base était de remettre au centre le vrai goût des choses. C'est-à-dire que le sucre était tellement utilisé, et même de plus en plus à tort et à travers dans l'alimentation et particulièrement dans la glace, qu'il avait décidé en fait de le retirer parce qu'il estimait qu'il écrasait en fait le vrai goût des choses, tellement il prenait de la place dans le goût. Et donc en le retirant, il allait pouvoir remettre au premier plan en fait le vrai goût des ingrédients naturels, authentiques, artisanaux qu'il utilisait. Et à partir de là, en fait, retirer le sucre d'une glace, c'est un petit peu comme retirer l'huile d'une mayonnaise. On enlève de la matière, du goût, de la consistance. C'est toute une émulsion qui s'en va. Et c'est là que commence le travail, qui a duré 3 ans à l'époque, entre 2011 et 2013. Donc ces 3 années-là, pour en fait au final entre Franklin, un ingénieur agronome alimentaire et un médecin nutritionniste, ce trio en fait a réussi à recomposer une glace à partir des meilleurs ingrédients, donnant la meilleure émulsion et arrivant à la fin au meilleur goût, pour justement proposer la toute première glace artisanale sans sucre ajouté du marché. Donc l'innovation, elle est vraiment là, de proposer une glace qui avant tout a du goût, parce que c'est la raison première pour laquelle on consomme une glace. C'est peut-être pour ça que c'est pas l'impression que l'on a quand on voit le positionnement des glaces Franklin. C'est avant tout un positionnement de goût, d'authenticité et d'artisanat, on va dire, avant un message calories ou light, on va dire, qui n'est pas du tout notre premier message. Mais à côté de ça, notre envie est vraiment de remettre les choses simples et les valeurs ces valeurs-là au centre de la table et au centre de nos coupes de glace, on va dire. Et d'ailleurs, il suffit de les goûter pour s'en rendre compte que le goût est vraiment là. Donc, on n'a pas l'impression d'avoir une glace qui n'a justement pas de goût, alors que souvent, on veut rajouter du sucre pour, attirer. Beaucoup de glaces, c'est comme ça. Soit on rajoute de l'air, soit on rajoute du sucre, soit on rajoute de la crème. C'est vrai, non, dans la concurrence. C'est un petit peu notre combat à nous, entre guillemets, c'est de pousser les gens à s'étonner de goûter une glace Franklin et on fait énormément de dégustations, donc on connaît ce retour. On a énormément de gens qui, à la première dégustation, disent tiens, c'est surprenant, on sent moins le goût du sucre, on sent bien le goût de l'ingrédient, mais on sent moins le goût du sucre, elles sont moins fortes, moins écœurantes, on va dire, que les glaces habituelles. Et ces mêmes clients, quand on les revoit quelques semaines après et qu'ils ont pris l'habitude de consommer nos glaces,
il nous avoue en fait que quand il reconsomme les glaces d'avant, donc des glaces traditionnelles sucrées, on va dire, qu'ils sentent à quel point le sucre leur agresse un petit peu les dents, le palais, le goût, et à quel point ça en est écœurant. Je prends toujours cette analogie-là. En fait, il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans de ça, on consommait un café classique, un café filtre, et on mettait du sucre dedans avec du lait, et on le buvait comme ça. Aujourd'hui, on choisit un café d'origine qu'on va moudre minute et qu'on va boire tout frais, sans rajouter de sucre et de lait, parce qu'on veut vraiment avoir l'arôme pur et l'arôme le plus vrai, le plus authentique possible. Si vous rajoutez du sucre dans ce café, vous n'allez plus avoir la finesse des arômes que vous viendrez de moudre à l'instant. Eh bien, notre glace, c'est un peu la même philosophie, c'est de dire, on vous propose de redécouvrir un goût qui est peut-être plus léger, moins fort, peut-être moins écœurant pour certains, ou moins sucré, mais qui au final est le vrai goût des choses, et quand on le retrouve, est beaucoup plus plaisant et beaucoup plus doux, en fait, que ce à quoi on était formaté ou habitué. C'est vrai qu'on est formaté au sucre ou à ce qui va cacher le goût. Je l'ai testé aussi dans le thé. Tu vois, on parle de café. Je suis une buveuse de thé, mais c'est vrai que maintenant, à chaque fois, les gens me disent, tu veux un sucre dans le thé? Non, surtout pas. J'aime vraiment sentir le goût des choses. Donc il y a encore un apprentissage à faire là-dessus. La glace est un petit peu en retard, en effet, dans son marché par rapport à d'autres marchés. Le thé est un excellent exemple aussi. Ouais. Les jus de fruits ont été les premiers à le faire avec le sans sucre ajouté aussi. Ouais. Et puis la tendance de consommation aujourd'hui, on est sur des tendances même pour les charcuteries, moins de sel, moins de graisse. Pour la consommation aussi, notre consommation quotidienne, on regarde de plus en plus les valeurs nutritionnelles. D'ailleurs, l'éducation des consommateurs a largement évolué en termes de repères, en termes de valeurs nutritionnelles ou en termes de déclaration d'ingrédients. Et c'est là où, en tant que pionnier sur ce marché, on commence à être entendu, à être reconnu, à être apprécié de ces consommateurs. Mais la glace est en effet encore largement en retard à cause de la dominance de très gros acteurs mondiaux et industriels qui fait qu'on a encore un petit peu du mal à sortir du lot et à être reconnu pour ce que nous sommes. Et donc cet argumentaire finalement du moins de sucre que vous mettez moins en avant, est-ce qu'il y a quand même des clients qui sont vraiment touchés par ça? Est-ce qu'il y a une cible qui consomme de la glace Franklin? Comment vous analysez ça, cette cible client par rapport à ce positionnement? C'est une bonne question. Alors on n'a pas une définition nette et pure parce que ce sont toujours de toute façon des regroupements ou des amalgames un petit peu que l'on fait suite à des études marketing. Mais en tout cas, cette cible de consommateurs qui aujourd'hui veulent manger plus près de chez eux, donc qui favorisent le circuit court, qui veulent manger plus sain, donc qui veulent manger quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils savent d'où cela vient ou comment cela a été fait, qui veulent manger plus léger ou de manière alignée avec leurs valeurs aussi. Donc on le ressent très fort dans le bio aujourd'hui, on le ressent très fort dans la consommation durable. Eh bien c'est un petit peu ces consommateurs-là aussi qui se tournent vers Franklin aujourd'hui, qui veulent consommer de manière identique quelque chose qui est plus soucieux aussi de leur environnement, de la répartition des richesses aussi. On n'est pas une grosse multinationale, donc notamment le lait, on le paye directement à nos agriculteurs via une coopérative qui les rémunère à leur juste valeur, et on paye ce lait beaucoup plus cher que ce que paierait un industriel sur de gros volumes. C'est un choix que l'on a fait, mais encore une fois, on veut avoir un impact positif sur notre environnement et on veut pas réussir aux dépens d'autres. Et si on réussit un jour, encore une fois, parce qu'on a encore une petite société qui doit encore justement se battre pour continuer à grandir et à survivre. Donc je pense que c'est un petit peu cette population qui de plus en plus aujourd'hui se conscientise de son impact sur sa propre alimentation, mais aussi sur son environnement, ses enfants, sa famille et aussi la nature qui nous entoure. Et donc les innovations, c'est ça aussi dans tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est de tourner autour de ces valeurs finalement de nutrition, de local, de... Tout à fait. Et on va encore mettre beaucoup plus d'importance là-dessus dorénavant. On est assez jeune maintenant dans l'entreprise et on veut vraiment être acteur de cette évolution que le monde est en train de vivre, à notre échelle bien entendu. Et l'année prochaine, en fait, nous allons sortir, et c'est un long travail que nous avons sur lequel nous avons réussi à aboutir cette année. Nous allons sortir en fait les premières glaces artisanales Nutri-Score A. Donc le Nutri-Score A est quand même Je vais pouvoir en manger plein, mais une preuve. Alors en termes de calories, ça plus ou moins la même chose parce qu'on avait un taux de calories qui était déjà assez bas. Mais on a rendu cet aliment encore plus, on va dire, nutritif. Il sera riche en fibres, en protéines, qui est déjà un grand point en avant. Toujours avec ce lait frais qui vient directement des fermes et qu'on pasteurise nous-mêmes. Mais en plus de ça, notre packaging sera dorénavant uniquement en carton, donc plus du tout de plastique dans notre packaging, et il sera entièrement biodégradable et compostable. Oui. Et donc ça, c'est un lancement que nous effectuerons petit à petit au courant de l'année prochaine en remplacement de nos packs actuels.
Et donc, encore une fois, c'est un choix qui ne va pas dans le sens de la rentabilité et d'une diminution des coûts, parce que c'est plus cher, évidemment, d'acheter ce genre de formule. Mais encore une fois, on ne veut pas avoir une réussite aux dépens d'autres personnes ou de notre environnement. Au contraire, on veut justement montrer qu'on est capable de le faire à notre échelle et que si nous, on le fait, entre guillemets, beaucoup d'autres peuvent le faire. Ouais. Alors, toi, Vincent, Arvan, comment tu es arrivé chez Franklin? C'est quoi ton historique derrière? Donc, à la base, donc je parle beaucoup de Franklin, mais à la toute base, en 2011, c'est une rencontre entre deux hommes, et donc vous savez qu'on est de Binche, et ça se passe évidemment autour du carnaval de Binche. Et Franklin avait en fait rencontré mon père, comme ça peut se faire autour d'un verre, ils avaient discuté. Lors d'un carnaval. Et Franklin a fini par parler de ses projets à mon père, qui lui plutôt, enfin voilà, il a aujourd'hui 65 ans et il a plutôt un pédigré de financier, mais il avait été très séduit par le rêve de Franklin, enfin par sa philosophie et son envie d'accomplir quelque chose. Ils se sont lancés en fait tous les deux. Donc le rêve de Franklin, c'était de faire de la glace. Voilà, exactement, d'arriver à mettre au point une glace sans sucre ajouté qui soit savoureuse. Mais Franklin étant artisan, il lui manquait un petit peu de connaissances au niveau, on va dire chimie alimentaire. C'est un grand mot, mais je veux dire je prenais l'exemple de l'huile dans une mayonnaise tout à l'heure. Mettre de l'huile pour faire de la mayonnaise, c'est de la chimie alimentaire. Enfin, c'est simplement créer une émulsion, créer un mélange qui soit. Et mon père, c'est justement quelqu'un dans son entourage qui pouvait aider Franklin, et c'est de là qu'est partie l'idée, simplement dans une cuisine, à faire des essais avec des mélanges, avec des petits carnets dans lesquels on fait 100 fois la même recette jusqu'au moment où on arrive à quelque chose. Et puis ce travail, comme j'expliquais tout à l'heure, a duré 3 ans, et c'est en 2013 en fait moi je les ai rejoints en cours de route. Ça me vraiment en second plan, je venais vraiment juste pour les aider avec mes compétences en commerce et en marketing suite à mes études de gestion. Et tu venais goûter aussi les glaces finalement. Oui, de temps en temps, bien sûr. Et puis j'étais séduit quand même par l'idée. Enfin, c'est quand même assez excitant, assez grisant de commencer quelque chose où entre guillemets, on s'en fout un petit peu de ce qu'il y a derrière et des complexités qu'il pourrait y avoir. On voit juste ce qui est beau et ce qui. Enfin voilà, quand on crée quelque chose, on est toujours émerveillé. Donc j'étais attiré par ça. Et il se fait qu'ils se sont lancés. Voilà, leur philosophie à la base était de se lancer exclusivement autour de Binche dans les petits commerces. Ce qui pour la glace a été très compliqué. Je pense que c'était audacieux de l'essayer, mais à un moment il fallait être réaliste et ça ne fonctionnait pas assez que pour pouvoir porter une entreprise et évoluer. Et comme on travaillait tous à côté, on avait tous notre emploi à côté, il était difficile de quitter l'entreprise en cours de route sans savoir vers où aller. Et fin 2014, c'est quand même posé la question au moment de dire on arrête là et c'était une belle aventure, ou alors enfin on fait quoi. Et du haut de mes 28 ans, mais voilà, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à ma copine de l'époque qui maintenant est ma femme, donc comme quoi elle m'en veut pas et au contraire. Et j'ai proposé en fait de quitter je pourrais dire associé, mais c'était au final à Franklin et mon père de quitter mon job en fait. Ça faisait 6 ans que je travaillais dans le privé. Et de me lancer tout simplement, de reprendre la gestion de l'entreprise et de me lancer à l'ouverture du capital et de lancer cette petite marque locale vers une marque nationale distribuée nationalement. Mais qu'est-ce qui... Allez, c'est dans la gestion que tu travailles. Donc c'était une maîtrise en gestion que tu Voilà, avais... avec une spécialité en marketing, et j'avais, on va dire, une expérience plus commerciale au niveau opérationnel en entreprise. Et donc toi, tu voyais quand même, quand tu te dis, je me lance avec Franklin, je prends le défi, c'est que tu vois une opportunité commerciale. Alors pour être très honnête, j'y connaissais rien, ni au monde alimentaire, ni à la glace, ni encore moins à la grande distribution. J'y vois, non, je pense que un entrepreneur qui se lance, c'est avant tout, enfin oui, évidemment, il y a un minimum de marketing derrière ou d'études de marché, mais ou d'analyse du marché. Mais je pense que c'est avant tout énormément pas d'opportunisme, mais de un petit peu ce grain de folie et d'inconscience. On dit toujours qu'être entrepreneur, c'est un peu se jeter d'un avion et lire le mode d'emploi du parachute pendant qu'on tombe, quoi. Ok, c'est pas mal. Donc voilà, on se lance par enthousiasme, parce qu'une opportunité passe et qu'on se dit je veux pas la louper, et qu'on se demandera toujours derrière si je l'avais pas pris, enfin si je l'avais fait, que se serait-il passé? Pas fait, ouais, c'est ça. Et c'est la question que je me suis posée. Je m'en souviendrai toujours de ce moment avec ma femme, justement. Je lui dis, mais si je le fais pas, je me demanderai toute ma vie, je me demanderais ce qui se serait passé si je l'avais fait.
Et donc voilà, je me suis lancé et on est maintenant 5 ans après. Et je le regrette pas. Maintenant, on me dit toujours si si ça se représentait, est-ce que tu le referais? La réponse est oui, mais évidemment avec 5 années d'expérience et 5 années de maturité en plus en gestion d'entreprise, je referais plein de choses différemment. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et je pense que le métier d'entrepreneur amène aussi énormément d'humilité parce que on doit beaucoup se tromper, on doit défendre quelque chose chèrement, mais qui parfois le lendemain n'est plus vrai, n'est plus juste ou est faux. On doit recommencer sur autre chose constamment se remettre en question. Donc, rien ne semble acquis, vrai ou permanent. Il faut constamment tout refaire, tout réinventer. Et donc au final, c'est une quête perpétuelle en fait, d'être entrepreneur, ce qui est très éprouvant. Ouais, c'est ça. C'est plus fatigant que ta vie d'avant. Mais plus grisant. Plus fatigant, mais oui, bien sûr, plus grisant. Oui, c'est incomparable. Ce sont deux styles de vie incomparables. L'un n'est pas mieux, n'est pas à préférer à l'autre. C'est une question derrière de personnalité aussi et d'envie, d'accomplissement ou de tentative. Certains le font une fois et puis après arrêtent. D'autres sont mordus et ne font plus que ça. Certains ne le font qu'à la fin de leur vie. Enfin, il n'y a pas une carrière qui est plus à favoriser qu'une autre. Je pense que à un moment, il faut s'écouter et il faut faire ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait palpiter, et puis après voir ce qu'il en advient, quoi, tout simplement. Et la glace, t'avais une passion aussi pour la glace ou non? En fait, tu pas détestes vraiment. les glaces. Ouais, pour être tout à fait honnête, je suis pas en effet un grand mangeur de glace et j'en mange du coup maintenant encore plus pour le boulot parce qu'on met au point pas mal de produits, on fait pas mal d'essais, donc il m'arrive de prendre des petits déjeuners à la glace, ce qui est pas toujours, j'avoue, pas toujours facile. Mais non, mais je plaisante, c'est un métier qui évidemment, c'est très agréable de créer, de faire et de vendre de la glace, parce que c'est un produit qui parle à tout le monde, donc c'est très compliqué d'avoir un dîner avec des amis ou d'être parfois à un événement et de ne pas parler de ça parce que tout le monde a une question sur la glace, donc c'est quelque chose qui nous suit tout le temps. Donc oui, évidemment, c'est un produit qui est accessible, qui est facile, qui est très chouette. Après ça aurait été, ici c'est de la glace, ça aurait été du chocolat, ça aurait été un autre produit de bouche. Je pense que oui, c'est le produit de bouche quand même qui m'a attiré parce que je suis quand même épicurien et j'aime les bonnes choses. Maintenant, ça aurait pu être de la bière, du vin. Enfin, à partir du moment où il y a une histoire derrière, où il y a du sens surtout, je pense que le mot sens c'est quelque chose qui est extrêmement important pour notre génération. Du bon produit en fait. Voilà, exactement. D'apporter quelque chose de meilleur, de mieux aux gens autour de nous, quoi. Et après, finalement, cette bière ou ce produit autre de bouche, tu peux l'associer à la glace. Voilà. Donc, en effet, on a évidemment commencé par des saveurs traditionnelles pour répondre à la grosse majorité de la demande du marché. Il faut rester réaliste. C'est quoi le goût le plus demandé d'ailleurs? C'est la vanille, évidemment. Ah ouais, vanille. Numéro 1 mondial, sans aucun conteste. Mais on a voulu marquer on est quand même fiers de nos origines, de qui on est, d'où on vient. Et donc il était important pour nous de marquer cela en créant quelques innovations. Et là on peut vraiment encore parler d'innovation, c'est que on peut en tout cas dire qu'on est la seule marque mondiale à faire un sorbet à la bière Kriek belge sans sucre ajouté. Enfin ça c'est c'est quelque chose d'absolument unique. Et notre volonté était en fait d'associer en fait le plaisir de la consommation de la glace avec la découverte de notre terroir, qui est cher à nos yeux aussi. Je pense qu'on a un très chouette, un savoureux terroir en Belgique. Et donc c'est pour ça qu'on a été voir dans notre démarche, encore une fois, d'acteur local, on a été voir la brasserie La Binchoise, via Bruno Degorin, qui est son maître brasseur, avec qui on s'entend très bien et qui est quelqu'un d'extrêmement qualifié dans son métier, encore un épicurien, je vous le cache pas. On s'entend très bien entre nous. Et c'est un entrepreneur aussi, donc il était très sensible à notre projet. On lui a rien promis en termes de volume ni en termes de succès, mais il a été séduit par l'innovation, par le grain de folie qui nous habitait, par les étoiles qu'on avait dans les yeux. Et puis voilà, il nous a suivis. Et puis maintenant, d'un batch de 200 litres de bière, on est maintenant à près de 1000 litres de bière quand on fait une production. Et Bruno, on est ravis. Et puis on a beaucoup de plaisir évidemment à collaborer sur ce genre de produit. Donc c'est quoi vos différents goûts un peu particulier, un peu belge? On a eu énormément d'innovations ces dernières années, mais on s'est un petit peu emballé, donc on essaie un petit peu de réduire, de répondre de rester un petit peu plus sur les produits les plus demandés, parce qu'à un moment on ne peut pas non plus avoir un nombre incroyable de saveurs. Mais en termes de saveurs belges, on a donc ce sorbet à la Kriek qui est fait de 35% d'une bière Kriek que l'on a produit nous-mêmes. Donc c'est important de comprendre qu'on crée d'abord l'ingrédient primaire avant de faire notre produit fini.
Là où un glacier classique, et que je ne critique pas, ils font de très bons, enfin chacun fait de très bons produits aussi. Je pense que toute la passion que l'on met dedans est propre à chacun. Lui disposera directement de ses ingrédients en fait, mais nous, tout ce qui contient du sucre ne peut pas être utilisé. Donc la bière, on a dû la développer nous-mêmes. Pareil, notre glace au spéculoos, typiquement, mais notre spéculoos, on a dû le mettre au point nous-mêmes. Donc on a trouvé les épices à spéculoos qu'on a sélectionnées, notre propre farine, et on a mis au point le biscuit. Et seulement une fois qu'on a mis au point notre propre biscuit, qui est encore fait aujourd'hui dans des ateliers à la Louvière, donc dans notre région, chez un pâtissier boulanger, on a créé notre glace spéculoos à partir de ce biscuit qu'on avait mis au point. On a une glace Bablut aussi qui est le petit caramel beurre salé typique de la côte belge, qui est un élément important aussi de notre petite gastronomie sucrée. Et là, de nouveau, sans sucre, ou le cuberdon, c'était aussi plein de sucre. Tout à fait, mais donc là, à partir de là, on retravaille. On va pas donner tous nos secrets non plus, mais on arrive à faire du caramel sans sucre aussi, évidemment, à partir de notre technologie, celle qu'on a développée. On utilise exclusivement des ingrédients d'origine naturelle, donc on diabolise souvent les édulcorants, mais il y a vraiment une distinction à faire entre les édulcorants d'origine naturelle, comme la stevia qu'on utilise par exemple, qui est originaire d'une plante. Le maltitol est issu du maïs, il est utilisé dans tous les plus grands chocolats sans sucre du marché, même des grands chocolatiers. Et l'érythritol qui va arriver aussi, qu'on utilise, qui est un édulcorant qui est extrait de fruits. Donc on a cette philosophie de pas forcément choisir à chaque fois le moins cher. Je reviens toujours dessus, mais c'est un critère déterminant aujourd'hui dans un choix de consommation aussi, malheureusement, et surtout quand on vend à travers la grande distribution. Je pense que c'est important que les gens comprennent. J'apprécie notamment beaucoup une démarche comme C'est qui le patron, qui joue à cahier ouvert par rapport à un prix, et où les gens peuvent choisir la rémunération juste par rapport à un produit. On n'en est pas là en termes de transparence, parce qu'on n'est pas à leur échelle et on n'a pas leur structure, mais en tout cas, on a ce même souci de pouvoir à chaque étape accorder la juste rémunération ou le juste choix par rapport aux produits qu'on utilise. Ouais, parce que finalement, quand tu es en grande distribution, je pense que vous êtes chez Carrefour par exemple, ou d'autres. Tout à fait, oui. Voilà, les gens pourraient aussi s'attacher au prix. Alors, vous n'êtes pas x2 par rapport à vos concurrents, mais vous êtes un peu plus cher, peut-être. On a beaucoup travaillé dessus ces dernières années, et ça, il faut l'admettre, en accord avec nos partenaires distributeurs. Et là, je veux vraiment les mettre en avant. C'est vrai qu'ils sont souvent décriés. Oui. Mais le prix final que l'on voit en rayon, ce n'est pas la décision du producteur, c'est la décision du distributeur. Et là, ces dernières années, on a réussi à travailler ensemble pour diminuer ce prix et ramener ce prix à la moyenne du marché. Et aujourd'hui, on n'est certainement pas plus cher que les marques premium industrielles du marché, mais en proposant, je pense, d'autres valeurs et d'autres choses dans le pot. Ouais. En termes d'ingrédients, de sourcing et d'histoire derrière, tout simplement. Ouais. Et de côté belge aussi, finalement. Certainement. Mais donc, quand toi, tu reprends les rênes en 2015, c'est ça? Tout à fait. Mais par où tu débutes? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te lances? Je me souviens de ce premier jour, déjà pas très loin, parce que c'était dans le bureau chez moi, dans mon appartement. Enfin, pas de bureau, rien. Hein, on partait vraiment. Donc j'avais même plus de voiture. C'était ma femme qui à l'époque me prêtait sa voiture, et elle allait avec une collègue en voiture. Donc c'était vraiment une vraie organisation. Mais donc par où je commence? J'avoue que j'en sais plus. Il y a tellement de choses à faire. Je pense que la première chose en fait était de préparer l'entreprise pour le projet. Donc le but étant de vendre en grande distribution, il fallait préparer une chaîne de valeur qui était prête à supporter ce passage en grande distribution. Donc là, toutes les parties qui étaient standards, on va dire, dans cette chaîne, pouvaient être externalisées, et à ça, je pense, la logistique en termes de stockage, de distribution, de livraison, et la production, parce que ce soit la production d'une glace, qu'elle soit sans sucre ajouté ou traditionnelle, les machines et les hommes derrière ne changent pas. Et ça ces deux postes-là nous évitaient de très très gros investissements, et donc le but était de trouver les bons partenaires de part et d'autre. Et nous avons cependant tout ce qui était gardé, tout ce qui était plus sensible ou à plus haute valeur ajoutée, comme le sourcing des ingrédients, comme la recherche et développement, comme la mise au point des produits, la préparation aussi des productions. Donc quand on fait une production aujourd'hui, on fait livrer le lait cru chez notre partenaire, on y apporte nous nos ingrédients de préparation,
On fait le mélange le matin chez lui, et après c'est lui qui va s'occuper de cuire et de mettre en pot pour nous notre supervision. Donc c'est comme si on était un petit peu superviseur de la production, maître d'œuvre. T'arrives dans des endroits où finalement ils ont des machines et exactement, donc des producteurs de glace qui sont professionnels dans le milieu. Et tu loues leurs machines finalement un peu. On pourrait le schématiser comme ça, on paye on paye une location, voilà, exactement. Et donc c'était les 2 premiers postes pour répondre à ta question qu'on a externalisé. Après tout ce qui était marketing, commercialisation, évidemment, c'est resté chez nous aussi en interne. Et puis le bout de la chaîne, c'était la distribution. Donc ça, c'est les grandes surfaces, le choix qu'on avait fait. Et donc au milieu de ça, il y avait la finance aussi, donc que l'on gardait aussi en interne. Et c'est là où j'ai dû commencer à rencontrer des gens, expliquer mon projet. Parce qu'à un moment donné, il te faut des fonds là. À un moment exactement. Exactement. Mais ça, t'avais quand même un bon background, master en gestion peut-être, même si t'avais pas géré d'entreprise, mais tu connaissais un peu plus. J'avais, on va dire, une formation de base qui pouvait m'aider à comprendre ce que j'allais faire, mais je ne savais pas du tout comment je vais le faire, ni avec qui j'allais le faire. J'avais pas du tout de carnet d'adresse ni de réseau, donc je partais vraiment de zéro. Et donc c'est vraiment avec plein d'enthousiasme dans mes valises et surtout goûter la bonne glace, beaucoup d'envie que je suis allé voir plein de gens. Et c'est pas la première personne qui vous dit d'aller en voir une deuxième, ni cette deuxième qui vous dit d'aller en voir une troisième, mais c'est parfois la quatrième ou la cinquième qui, pour finir, vous dit ça m'intéresse, je pourrais éventuellement investir. Et sur ces personnes qui finalement voudraient investir, il y en a peut-être que 2 ou 3 au final qui investissent réellement. C'est comme ça qu'on commence. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et là, ces investisseurs qui s'ajoutent au projet, ils te donnent de l'argent, ils gèrent, ils t'accompagnent, ils te donnent des conseils. Comment ça se passe, cette levée de fonds? Alors, des investisseurs sont des associés, ils sont membres d'un conseil d'administration, donc ils n'ont pas de rôle opérationnel dans la société. Donc au quotidien, je pense que tout entrepreneur me rejoindra, mais je pense que la plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est d'être seul, ou d'aimer la solitude, ce qui n'est pas toujours facile quand c'est pas forcément inné dans sa personnalité. Mais non, je pense qu'ils ne prennent pas part. Après, ils donnent leurs conseils, ils valident une orientation. Parfois, ils ouvrent un carnet d'adresses quand c'est existant, où ils peuvent partager une expérience personnelle. Dernièrement, j'ai fait une assez grosse levée de fonds où j'ai pu lever 700 000 euros pour notre développement national et le début de notre développement international. Et oui, j'ai pu profiter de l'expérience de certains de mes associés en termes de création de ce qu'on appelle un pitch pour justement, en 10 slides et en 15 minutes, arriver à accrocher des investisseurs pour lever 700 000 euros. Ce qui est très compliqué et très court. Ouais, mais ça se travaille et ça se fait. Donc ce genre de choses, oui, évidemment, je peux profiter d'un board que j'ai autour de moi qui est très expérimenté. Après, au niveau des choix quotidiens, au niveau de la gestion de l'entreprise, au niveau du suivi, c'est pas leur métier. Finalement, et c'est pas leur truc, quoi. Ouais. Voilà. Mais et en plus, ils gèrent d'autres entreprises, mais ils sont actionnaires d'autres entreprises. Donc, c'est pas leur rôle, c'est pas leur métier. Donc voilà. Donc, t'as cette levée de fonds, C'était la toute première en 2015, oui. T'as fait combien de levées de fonds? Au total, j'ai fait trois grosses levées de fonds. J'ai au total levé un peu plus d'1 million d'euros. Okay. Depuis 5 ans. Et au niveau des répartitions, c'est toi qui as toujours la main sur comment ça se passe par rapport au truc de départ. Toi, t'es arrivé. Enfin, je veux pas rentrer dans les détails, hein, mais non, mais aujourd'hui, alors évidemment, qui dit levée de fonds, on dit dilution. Ouais. Après, quand on est dirigeant d'entreprise, il y a toujours des accords. On va dire, quand on est fondateur et dirigeant d'entreprise, il y a toujours des accords qui se font avec les associés au fur et à mesure, parce que c'est pas dans leur intérêt de voir l'un des fondateurs et dirigeants complètement dénué de tout sens de l'entreprise. Après, il est clair que une levée de fonds dilue, donc c'est clair qu'on a plus autant de parts que ce qu'on avait, enfin, de pourcentage que ce qu'on avait avant. Maintenant, on représente aussi un ensemble de fondateurs où on est regroupés. Et on dit toujours qu'il vaut mieux avoir 40% d'une société bien portante que 80% d'une société qui coule. Mm-hmm. Donc il y a aussi un peu de bon sens derrière. Mais oui, évidemment, on a été dilué entre-temps. Après, le pourcentage, je pense pas que ça soit important. Non, mais je pense qu'il faut vraiment laisser tomber les masques. Il faut pas avoir peur de diluer. Si c'est pour s'entourer de bonnes personnes et permettre au projet d'évoluer, de vivre et de grandir, ça vaut bien plus que de s'accrocher absolument à un pourcentage et de laisser mourir quelque chose qui aurait pu vivre et exister. Oui, c'est ça. D'abord l'intérêt du projet avant le potentiel profit personnel, quoi. Oui, enfin, et puis quand on est entrepreneur, je pense qu'on est avant tout
la motivation première d'entrepreneur n'est pas la valorisation finale ou la revente, même si évidemment on va pas se le cacher, ça en fait partie, mais la motivation première d'entrepreneur qui est parti de zéro, qui vit tous les risques et les dangers d'une mort imminente chaque jour, c'est d'un jour voir son bébé voler de ses propres ailes et d'être autonome. Et ça, c'est la première quête, on va dire. Après, je veux dire, pour y arriver, il faut notamment, passer par des levées de fonds pour pouvoir grandir. Et voilà, quand je vois le chemin parcouru, en effet, sur ces 5 années, on m'aurait dit... tu vas lever à plus d'1 million. Voilà. Je pense que j'aurais peut-être un peu ri j'aurais paru impertinent en riant au visage de la personne mais après parfois la vie nous emmène et puis l'expérience s'emballe et puis voilà, c'est parti et on est pris dedans, quoi. Donc Et pourquoi t'as eu vraiment besoin de lever de fonds? C'était vraiment la commercialisation, c'était de faire connaître Franklin à plus grande échelle. Oui, alors évidemment, il y a la réalité quand même des salaires et des équipes. À un moment, on sait pas tout faire tout seul, il faut s'entourer et il faut évidemment payer ses collaborateurs. Et puis il y a surtout, qui est notre plus gros vecteur d'investissement, mais le marketing et la notoriété de la marque. Donc on fait énormément de dégustations en point de vente, on fait énormément de promotions pour pousser aussi le produit dans les mains des gens via les retailers. Donc tout ça coûte évidemment beaucoup d'argent. Et il faut lancer un peu la locomotive. On va dire, une locomotive, pour la lancer, il faut mettre beaucoup plus de charbon au début proportionnellement à sa vitesse que quand elle est en roue libre et qu'elle est lancée. Et donc c'est l'impulse, on va dire, de départ pour lancer la marque. Et une fois qu'on aura une notoriété suffisamment élevée, évidemment, on aura besoin de moins de fonds parce qu'elle s'autofinancerait et elle pourra se développer plus facilement d'elle-même. Mais pour l'instant, il est évident que aucune société d'ailleurs ne peut se lancer sans avoir besoin de fonds pour grandir plus vite, pour aller plus vite. T'as un besoin aussi de grandir vite dans ce milieu dans le milieu de la glace, dans le milieu de la distribution. Oui, parce qu'à un moment, on est vendu chez des distributeurs et si on ne montre pas qu'on évolue, qu'on grandit et qu'on accélère, d'autres prendront la place ou alors eux n'attendront pas. Donc c'est la réalité du monde, elle est impitoyable, mais c'est comme ça. Donc, et puis moi, c'est vrai que pour être un peu fanat de glace, je peux te dire qu'à chaque fois que je passe dans un magasin, je regarde le rayon. Je crois que je le connais assez bien en général, les rayons des glaces. Il y a toujours des nouveaux acteurs, des acteurs qui apparaissent, des glaces artisanales qui apparaissent dans la grande distribution, qui disparaissent, puis des acteurs un peu plus internationaux qui font leur entrée aussi. On ne pensait pas du tout qu'ils allaient arriver sur ce terrain-là. Donc, ouais, t'as un besoin de bouger de faire ta place là-dedans. On est petit, mais il faut faire attention à ne pas se laisser complètement couler et marcher dessus. Donc, il faut se battre et se débattre constamment. Enfin, je pense que c'est le rôle de tout entrepreneur sur un marché. Je pense que c'est assez agressif comme rythme de travail, on va dire, parce que c'est constamment se débattre sur un marché qui ne vous a pas attendu et qui ne demande pas après vous, qui peut très bien vivre sans vous, mais quand vous voulez, que vous croyez en ce que vous faites et que vous voulez le faire survivre et au-delà le faire vivre et évoluer, il faut en effet passer par là. Et surtout un marché comme la glace où quand on sait qu'un acteur représente 50% du volume, il faut justement être à la fois patient mais très persévérant et insistant. Ce qui nous réussit plutôt bien jusqu'ici. Et donc ce marketing, parce que évidemment c'est un gros point chez vous, ce marketing. Comment toi tu l'as abordé au fur et à mesure des années? Donc t'as peut-être revu le packaging, t'as revu l'image, le site, les dégustations. Comment t'as mis ça en place petit à petit? Tout part en fait à la base d'une réflexion pour exprimer aussi clairement que possible ce que nous avons à proposer. Donc, ce qui est notre idée du retour au plaisir des saveurs authentiques, du goût authentique. Et à partir de là, on voulait aussi avoir une glace qui avait une image relativement premium pour représenter la qualité des ingrédients et de la recherche qu'il y avait dedans. Donc, tout ça s'exprime par une forme de packaging, par un type de design sur ce packaging. Par le choix des ingrédients et puis après à partir de là on a commencé par des choses simples en marketing dans tout ce qui est ce qu'on appelle above the line, donc tout ce qui se voit par le client. Donc on a commencé d'abord par des relations presse tout simplement, donc présentation dans des rédactions de ce que l'on fait. On a eu d'excellents retours d'ailleurs, on a eu beaucoup de publications lors de notre lancement parce que c'est un sujet qui touche aussi les lecteurs et les consommateurs d'aujourd'hui.
On a commencé par faire des dégustations, ce qui est, je pense, le plus important pour un produit de bouche, c'est de faire goûter aux gens et leur expliquer ce que c'est. Et ces dégustations ont justement un impact très fort et très positif en termes de vente pour un produit comme le nôtre. Donc ça, tu vois l'impact vraiment direct, ravis. Quoi. Dégustation. Oui, aussi, bien sûr. Évidemment. Oui, et le retour des gens aussi, ça permet de discuter, d'avoir leur retour avec eux, de répondre à leurs questions, parce que certains commencent à nous connaître, ils nous posent des questions, et sont parfois surpris, ils n'avaient pas, on va dire, la bonne vision, la bonne idée du produit, ce qu'on leur avait jamais expliqué. Donc du coup, on prend le temps d'en parler avec eux, et ils comprennent la démarche là derrière, et donc du coup, ça en fait des ambassadeurs derrière, du coup. C'est important d'asseoir finalement ta marque, ta notoriété par ce biais-là aussi. C'est-à-dire que si un consommateur que nous sommes tous, si on, promenez-vous, quand vous vous promenez, vous faites vos courses dans un supermarché, vous avez des dizaines de milliers de marques dans un supermarché. Je sais même pas si vous pouvez en citer 100 en sortant. Donc, on est tellement noyé par le nombre de marques, le nombre de messages publicitaires, le nombre de promotions quand on passe dans un supermarché, qu'il est extrêmement dur pour une marque de sortir du lot et d'arriver à avoir, non pas un contact avec un consommateur, mais 6 ou 7 pour arriver à rentrer dans son œil, dans sa perception, en fait. Parce que, je veux dire, vous voyez une fois une marque nouvelle, vous y prêtez même pas attention. 2, 3 ou 4, ça c'est rare. Enfin, c'est vraiment, toutes les études prouvent qu'il faut au minimum 7 contacts qualifiés, on va dire, pour qu'une marque rentre vraiment dans la perception d'un consommateur et qu'il l'envisage réellement ou qu'il ait un avis dessus. Après, il l'a choisit pas, peu importe. Et donc voilà, dans cette évolution, on a trouvé que la dégustation en point de vente était un des vecteurs les plus importants, et c'est pour ça qu'on a commencé par là. Puis après, il était aussi important d'investir dans ce qu'on appelle le merchandising. Donc, mon premier collègue a été un commercial qui venait en haute saison. Mais tout simplement passer dans les magasins, faire tomber les produits de la centrale d'achat, sensibiliser les managers de rayon aussi, parce que c'est pas parce que vous avez un accord avec une centrale que les produits tombent automatiquement. Donc le chemin commence là, dès le départ, dès la base. Et puis une fois qu'ils sont en magasin, il faut les mettre au bon endroit, les mettre correctement, les rendre visibles. Vous voyez. Et seulement après, il faut que le consommateur le voit si le travail est bien fait. Et ce, dans je ne sais pas combien de points de vente. Donc il y a énormément de travail derrière. Et donc là, le côté avoir un délégué commercial, merchandiser, c'était vraiment quelque chose où tu as vu un switch au niveau aussi des ventes, que c'était vraiment nécessaire. Là, c'était plutôt une condition, on va dire, de la grande distribution, dans le sens où ils nous ont pris à l'essai. Et là, vous avez 3 mois pour montrer que votre produit est accepté dans les magasins et qu'il se vend. Ok, donc t'as 3 mois de tout faire là. Vous pouvez pas faire tout seul à un moment, il faut rester réaliste. Et donc, oui, j'ai pris un commercial à un moment pour m'aider et pour m'assister sur ce développement. Et donc, c'était la première chose. Et puis, on a commencé petit à petit à faire un petit peu de digital via Facebook, via Instagram. On a investi un petit peu là-dedans, mais pas non plus des sommes folles parce que c'est compliqué pour nous, en fait, de voir le lien pour un produit surgelé, de voir le lien entre un contact digital et une vente derrière ou un contact physique avec le produit. Donc, on n'a pas voulu trop investir non plus dans ce domaine. Et ensuite, on a eu, après les choses ont évolué, la société a grandi. On a fait grandir chacun de ces segments en termes d'éducation, de commercial, de RP, on a évolué sur l'événementiel aussi, et c'est là où j'ai recruté Bérénice, qui est maintenant dans l'équipe et qui s'occupe de tout le volet événementiel et en même temps suivi des équipes d'animation. Donc on recrute nous-mêmes une 20aine d'étudiants par saison que l'on forme et que l'on fait travailler tous les vendredis et samedis, à qui on offre un job à vendre de la glace, à faire manger de la glace. Donc c'est assez sympa. Et donc là, tu vends la glace où? Dans les magasins, donc les dégustations. Ah oui, c'est toujours dans les magasins. Oui, bien sûr. Donc on a une 20aine de personnes qui tournent dans les magasins, qui viennent, qui sont nos ambassadeurs en fait. Ok. Et qui vont faire découvrir nos glaces dans les magasins. Et puis depuis cette année, donc depuis 2019, on a eu un deal avec la régie média d'IP, qui a été très séduite par nos produits, par notre marque, par on va dire son ADN un petit peu, sa personnalité, et qui nous a proposé en fait un deal qu'ils font avec d'autres marques de ce type, donc des marques qui s'adressent directement aux consommateurs, d'avoir un accès à de la pub télé à un prix plancher, ce qu'on n'aurait jamais pu se le payer sinon, avec un deal sur la performance, sur notre croissance, et ce qui nous permettait en fait de toucher, on va dire, avec un peu plus de
puissance ou de force nos consommateurs pour passer un message de manière un peu plus large, accélérer justement notre notoriété et la perception et ces contacts dont je parlais tout à l'heure avec nos consommateurs pour justement émerger un peu plus encore de la surface de toutes ces glaces et être un peu plus visible. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on est en train de faire, qu'on découvre au fur et à mesure. C'est comme ça que vous vous retrouvez sur TF1, enfin en décrochage belge d'une pub TF1, quoi. Exactement. Oui, moi c'était une bonne surprise. Ah oui, non, mais j'ai vu après, je pense après un JT ou à une très très bonne heure. Waouh. Et je pense que la publicité est même d'ailleurs passée 2 fois de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est passée 2 fois de suite. Et là, je me suis dit, waouh, quelle image pour Franklin. C'est vrai que ça, mine de rien, ça a un super impact. Est-ce que, du coup, tu vois directement aussi des impacts ventes ou ça reste de la notoriété Alors, ça reste de la notoriété. Une notoriété se construit d'année en année. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Maintenant, évidemment, ça peut avoir un impact sur les ventes, mais je pense que, enfin, encore une fois, c'est une question de bon sens. Quand vous êtes derrière votre télé et que vous voyez une pub, c'est pas pour ça que le lendemain, vous achetez le produit en magasin. Donc, enfin, c'est pareil pour Franklin, il faut pas se leurrer. Par contre, quand vous voyez à la télé une marque que vous ne connaissiez pas et qui apporte des valeurs qui répondent à vos attentes, vous avez envie d'essayer. Vous allez oublier la première fois, vous allez la voir la deuxième fois, vous allez tiens, j'ai envie d'essayer. Et quand j'ai besoin vous allez la voir en magasin, voilà, ou alors vous allez la voir en magasin parce qu'elle est en promo, ou vous allez la voir lors d'une dégustation, vous allez dire tiens, c'est la pub que j'ai vue, je vais la goûter, je vais l'essayer, etc. Donc oui, ça joue évidemment. Maintenant, on cumule toujours une action télé avec une promo, avec une dégustation, avec du merchandising à l'avance pour que tous les ingrédients soient bien présents. Et donc voilà, il est impossible de dire quel est l'impact d'un élément ou d'un autre sur une croissance ou sur des ventes, mais il est clair que ça ne peut pas faire de tort, que du contraire, et que c'est surtout pour la télé quelque chose qui doit se compter sur plusieurs années pour vraiment rentrer dans l'esprit des consommateurs belges qui nous associent bien aux valeurs que nous voulons faire passer, et ça ne se fera que par la répétition des contacts. Et donc tout ce qui était réseaux sociaux, parce que mine de rien, aller un Instagram qui fait beaucoup de bien à certaines marques justement où on peut faire beaucoup de choses avec de la glace aussi en termes d'image, etc. C'est pas spécialement quelque chose que vous voulez activer. Alors ça pourrait, maintenant c'est une question d'opportunité aussi. Je pense que certains seraient d'accord avec ce qu'on fait, d'autres pas. Donc encore une fois, on sait pas tout faire, malheureusement c'est fait de choix. Le seul gros souci que j'ai avec Instagram et Facebook, parce que maintenant c'est ensemble, c'est la même société exactement, ce sont en fait leurs algorithmes qui sont maintenant extrêmement exclusifs et qui coûtent très cher maintenant pour toucher une cible. Donc il est clair que l'Instagram d'il y a 3-4 ans n'est plus l'Instagram d'aujourd'hui. Que encore une fois, si j'avais un produit qui se vendait en ligne, il pouvait s'expédier par colis. Je pense que j'aurais beaucoup plus investi là-dedans, voire même exclusivement. Mais que de notre côté, pour un produit qui se vend en rayon de manière très traditionnelle, encore une fois, derrière de la glace, c'est très compliqué de la vendre autrement que en supermarché ou dans un surgélateur. En tout cas, de manière rentable. Ouais. C'est très compliqué, en fait, aujourd'hui, d'allouer de grosses sommes à ce genre de médias, même s'il faut quand même être présent et le faire vivre avec notre réalité. Mais c'est très compliqué d'allouer de grosses sommes dans ces médias parce que parce que ça coûte très cher, parce que derrière ça coûte très cher pour toucher certaines personnes et même si le ciblage est meilleur, il est très difficile encore une fois de voir le lien que l'on aura entre un contact et une vente derrière. Que tu l'as plus en direct quand les gens font déguster, quoi. Tu vois directement. Voilà. Alors on pourrait dire la même chose. Enfin, pour tout à fait, on pourrait dire la même chose de la télé. Alors, enfin, pourquoi tu fais de la télé alors que de la télé, c'est tuer une mouche avec un boulet de canon. Hein, on est d'accord. Enfin, mais après, c'est une question d'opportunité et de ratio nombre de personnes touchées versus le prix. Et le ratio que l'on a ici avec la télé n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait avoir à Instagram au même prix. Donc voilà. Okay. On va pas rentrer plus dans les détails, mais pour dire au moins que je suis pas totalement incohérent et que ça a été évidemment réfléchi derrière. Bon, après, comme tout entrepreneur, et comme je dis toujours, ce que j'aime rencontrer des gens et challenger un petit peu ma vision, et j'ai la chance de rencontrer pas mal de chefs d'entreprise ou de personnes qui sont largement reconnues dans ce qu'elles font. Je demande toujours, prouvez-moi que j'ai tort, je ne demande pas mieux. Tout à fait, C'est ça qui est intéressant, l'échange contradictoire, pas juste l'échange qui va dans le sens... Et comme tu dis, chaque jour on apprend, ce qu'on pensait hier peut changer demain. Oui, tout à fait. Après, c'est fait de choix, mais jusqu'à aujourd'hui,
personne ne m'a encore dit tu te plantes complètement dans ce que tu fais. Alors il y a toujours moyen d'améliorer, de faire mieux, de faire autrement. Bien sûr. Mais voilà, je suis constamment en tout cas à la recherche, à la rencontre de personnes qui peuvent me faire évoluer sur la manière de voir les choses ou de faire évoluer l'entreprise. Parce comme je dis encore une fois, quand on est entrepreneur, on est très seul, donc il faut faire attention à ne pas se parler à soi-même, qu'on dit parfois de manière imagée en marketing. Et pas non plus de prendre le premier conseil venu et de... Non, évidemment. Bon, après, il faut avoir, c'est toujours une question d'esprit critique, de connaître son sujet aussi un minimum à la base et toujours de bon sens. Hein. Je crois que c'est le premier allié d'un entreprise. Ça, tu l'apprends aussi après 5 ans. Je veux dire, quand tu commences, les premiers mois, là, tout conseil qui vient, tu pars un peu dans oui, après, on se rattache à certaines personnes, évidemment, ou quatre. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir vraiment des investisseurs à la base qui étaient vraiment bienveillants, qui voulaient vraiment, qui avaient une vie, qui partageaient une vision par rapport à cette entreprise et qui ont pu m'aider rapidement à clarifier cette vision que j'avais, qui parfois était un petit peu trop brouillon, mais qui m'ont aidé dans ce sens-là à la clarifier, à la professionnaliser. Donc, et puis après, c'est comme du vélo, hein, il faut se lancer. Et puis une fois qu'on est parti, on attrape une vitesse de croisière et puis les kilomètres se passent les uns après les autres. Et puis voilà, on avance comme ça. Et un peu comme chaque entrepreneur, t'as l'impression d'apprendre à des vitesses comme si tu faisais des MBA chaque mois, non? J'essaye, c'est très dur de s'en rendre compte, mais on me le dit souvent que cet apprentissage, il a une valeur inestimable. Après. Venant de quelqu'un qui est dans le privé, je l'entends tout à fait. Maintenant, quand on est entrepreneur, encore une fois, c'est pas ça qu'on regarde. Ce qu'on veut, c'est que, quoi qu'il arrive, que cela nous coûte, on va dire, on veut y arriver. On veut, encore une fois, que notre projet, parce qu'on part toujours d'un projet, pas d'une entreprise et pas d'une revente, etc. On parle de son projet, on veut qu'il soit réaliste. Qu'il se réalise, pardon. Et donc, on s'en fout de ce qu'on a vraiment appris, de ce qu'on a avancé ou de ce qu'on pourrait faire après avec ce bagage-là. On est dans l'optique d'y arriver. Et je veux dire, c'est très dur de prendre ce recul-là pour se dire, bah oui, c'est génial, tant mieux, j'ai tout gagné. Enfin non, c'est pas bien, du tout mais ce qu'il faut, c'est que ce Franklin, cartonne, c'est ça maintenant, et toujours qui est la priorité pour toi, quoi. Peu importe. Oui, voilà, parce que je veux vraiment, en fait, cartonne. Après, je peux pas décider à la place du marché. Si ce produit a fonctionné ou pas. Après, je suis convaincu qu'il a plein d'atouts. Après tout ce que j'ai cité, je pense qu'il y a quand même plein de choses sensées pour dire que ça fonctionne. Surtout que les nouvelles recettes qu'on va mettre sur le marché petit à petit sur l'année prochaine. Et que les tendances sont dans le même sens aussi, non? Oui, carrément. On a toujours un peu pionnier et précurseur et on essaye d'appuyer là-dessus. Maintenant, le simple fait que moi, à mon niveau, tout ce que je peux faire, c'est faire en sorte que cette marque soit connue et que les gens en parlent. Et qu'il la goûte. Après, la suite, mon but évidemment de faire avec Damien qui a remplacé Franklin maintenant les meilleurs produits possibles et Damien a vraiment fait un fantastique travail cette année-ci. Il a vraiment été incroyable d'arriver. Il met au point les glaces, lui. Voilà, tout à fait. Donc il a pris la relève de Franklin, il l'a depuis le mois de février et très vite il a mis le pied à l'étrier, ce qui est quand même pas facile, reprendre une section la succession d'un fondateur dans une petite société en cours d'année avec les productions, puis remettre à zéro tout le cadre de la recette pour recréer quelque chose de totalement nouveau. Donc il avait de très solides compétences déjà à la base et une vision claire de ce qu'il voulait faire et il l'a exécuté avec brio et on a beaucoup dégusté d'ailleurs. Si vous lui en parlez, il dira qu'il en devient fou parce que même la moindre teinte de couleur, je le challenge là-dessus. Donc, on est en dizaines, voire vingtaines d'essais par saveur. Donc, si vous multipliez par 8-10, je vous laisse faire le calcul du nombre de recettes qu'il a dû faire pour mettre tout ça au point. Enfin, du moins qu'il m'a présenté. Après, il y a ceux qu'il a essayé qu'il m'a pas présenté. Donc, ça décuple encore. Mais peut-être petit aparté, si il y a Damien que tu précises qui est venu remplacer Franklin, c'est parce que Franklin est parti au paradis des glaces, peut-être un peu trop tôt. Il y a d'ailleurs. un an, oui. Comment vous choisissez les nouveaux goûts à mettre au point? Alors ça, c'est surtout une question il y a deux choses importantes, enfin peut-être trois, allez, on va dire. La première, c'est une question tout à fait réaliste de tendance de marché. Donc on analyse ce qui se fait, quelles sont les tendances à venir, etc. La deuxième, c'est une question un peu réaliste par rapport à ce que veulent les clients, par rapport à ce que nous, ce que demandent les clients aussi. Parfois, ils ont des demandes ou ce que nous, on voudrait faire évoluer pour faire évoluer notre portefeuille par rapport à l'expérience que l'on a des années précédentes avec ces produits.
Et puis la troisième, c'est aussi une question de feeling aussi de notre part par rapport à notre marque, notre positionnement, par rapport à ce que Damien aussi peut voir sur le marché dans d'autres secteurs, dans d'autres segments, ce qui pourrait lui apporter comme innovation, comme idée. Tu veux toujours qu'il y ait un côté belge dans les goûts un peu plus différents? On est avant tout des créateurs, sans être trop pompeux, mais on est avant tout des créateurs de saveurs. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que aujourd'hui, on a pris l'identité belge parce qu'on est distribué exclusivement en Belgique. Et demain en France? Demain, on pourrait très bien développer des saveurs typiquement françaises pour le marché français ou allemandes pour le marché allemand. Enfin, on pourrait très bien s'adapter à leur goût et leurs besoins. Et ça, c'est notre force parce qu'on peut développer n'importe quoi vu qu'on a la maîtrise du produit complète. Donc voilà. Après, c'est pour ça qu'on peut, enfin, en 2 mois, on peut créer une saveur de zéro à partir de la demande d'un client. Après, évidemment, déjà à l'époque avec Franklin et puis maintenant avec Damien, si je mettais pas un cadre, on pourrait avoir aujourd'hui plus de 50 recettes et 50 saveurs, mais c'est pas réaliste. C'est quoi la recette la plus dingue qu'on t'a demandé de faire ou qui a été faite? Ouais, celle qu'on a un peu la plus dingue qu'on a faite, et la plus clivante, j'ai envie de dire, on a fait une gamme de frozen yogurt du coup à un moment à la demande d'un client. Et comparativement, pour avoir fait des tests à l'aveugle avec notamment, enfin nous déjà en atelier, mais aussi avec des clients à l'aveugle, qui étaient vraiment ultra premium, vraiment très bon. On avait vraiment cette petite pointe acidulée. Enfin, on retrouvait vraiment le goût du yaourt frais, mais en surgelé, en glace, qui était vraiment excellent. On faisait ça avec un yaourt aussi de la région, qui était vraiment, vraiment d'une super qualité. Et on en a fait une déclinaison, notamment avec du sirop de liège et noisettes grillées. Ce qui a été adoré par certains et absolument catastrophique pour d'autres. Ah ouais. Comme quoi c'était vraiment donc je pense que ça c'était un petit peu le produit un peu le plus extrême qu'on a fait et qu'on a fini par arrêter parce qu'il y avait pas, enfin le frozen yogurt n'avait plus vraiment assez la cote et assez décliné assez vite en termes de vente, donc on a vendu ce que le client nous a demandé et puis on n'a pas poursuivi, on va l'arrêter au courant de l'année prochaine. Mais je pense que c'est ça un petit peu la folie. Après on a parfois des essais, des sorbets qui sont en cours ici actuellement sur des produits de la région, mais là c'est en cours, donc je vais garder la surprise, mais qui sont parfois très compliqués à mettre au point parce que il faut pour retrouver l'ADN d'un produit, il faut qu'il ait une identité assez forte en termes de goût, en termes de fruits ou ce genre de choses. C'est pas toujours possible, donc on essaye parfois de mettre d'autres choses en avant de manière complémentaire, mais c'est pas toujours évident, donc voilà, j'ai pas envie d'en trop en dire, j'ai pas aller trop loin parce que sinon. Et au-delà de la vanille qui est un best-seller partout, c'est quoi le goût le plus demandé ou chez Franklin ou la... Mais donc on a vanille et chocolat qui sont vraiment les 2 saveurs les plus demandées de manière globale, mais ça c'est très lié à la grande distribution et à la consommation, on va dire classique pour toutes les marques. Après, et avec beaucoup de plaisir, on se rend compte que des saveurs comme Cuberdon ou notre Bablut viennent vraiment les rapprocher, les challenger en termes de volume, comme la fraise et le café, qui sont 2 saveurs classiques. Et donc ça montre que la vision que l'on a du produit, l'authenticité du produit, le rappel que ça amène chez les gens quand ils mangent notre glace par rapport aux bonbons ou notre philosophie en termes de goût qui est moins écœurant, plus juste, où on peut en manger plus sans être totalement... Enfin, écœuré, peut-être un mot un petit peu dur, mais il n'est pas facile de l'exprimer autrement. Et la preuve que voilà qu'on y arrive et qu'on répond à cette promesse, quoi. Eh bien, je n'ai pas encore goûté le goût Bablut, mais tu me donnes envie d'aller en chercher. Il n'y a pas de petit aparté de glace, tu sais, vegan ou sans lactose. T'as pas des demandes? Alors, c'est un marché qui est émergent, donc on n'a pas de demande, on n'a pas cette offre-là aujourd'hui dans notre gamme, mais par contre, ça pourrait être dans un avenir proche quelque chose qu'on pourrait étudier toujours sur cette philosophie du sans sucre ajouté, de l'artisanal, du local, à voir si derrière on arrive à quelque chose de concluant, mais ça fait partie des choses qu'on pourrait étudier, si c'est pertinent. Ouais. D'autres petites questions, peut-être un peu plus personnelles. Quelle est, je vais pas dire la meilleure décision parce que tu vas me dire que c'est sans doute d'avoir pris à 28 ans la décision de reprendre, de prendre Franklin en main, et c'est peut-être sans doute ça ta meilleure décision professionnelle? Ou peut-être la meilleure décision que t'as prise pour Franklin depuis que tu es là aux commandes, le truc qui a fait à un moment donné, waouh, tu te dis, ouais, j'ai fait ça et là, ça a vraiment fait progresser Franklin. Je regrette pas cette décision-là. Je pense que
après, je vais pas dire que tout entrepreneur est comme ça, mais je pense que c'est très compliqué en fait, on peut toujours se retourner et voir le chemin qu'on a parcouru, mais on n'y prêtera jamais autant d'attention que à regarder le chemin qui est encore devant nous. Ouais. Pour parler toujours un peu en métaphore, pour faire un peu comprendre ce que je veux dire. Donc oui, évidemment, je suis conscient d'avoir fait évoluer cette entreprise, d'en avoir été moteur et d'être un acteur vraiment central dans son évolution entre celle d'il y a 5 ans et maintenant. Mais enfin, on voit toujours tellement ce qui est encore à accomplir, les dangers qui nous guettent. C'est quoi qui te fait le plus peur ou qui t'empêche de dormir peut-être parfois? Je parlerai pas vraiment de peur, mais plus d'une sorte d'impatience derrière ou de ce qui m'ennuie le plus ou ce qui m'empêche de dormir, c'est plus le fait que je réfléchis constamment. Ça nous quitte jamais en fait quand on est entrepreneur et qu'on pense constamment à son projet. Donc quand on a une idée en tête et qu'il y a un problème que l'on veut résoudre ou que l'on veut accélérer ou modifier, une chose qu'on veut modifier, c'est quelque chose qui nous occupe fortement. Donc je pense que ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est de trouver le moyen pour que cette marque, comme d'autres l'ont connue à leur moment, je pense que toute marque a un moment M dans sa vie, on va dire, où elle passe de l'inconnu à la connaissance de tout le monde. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça, mais je réfléchis constamment à trouver la bonne décision pour que cette marque crève le plafond à un moment et passe à la connaissance de tous. J'avais rencontré, en fait, il y a 2 choses en fait qui sont importantes pour exprimer un peu ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré notamment, c'est un peu la chance d'être entrepreneur, c'est que j'avais écrit rien que ça, mais Michel Augustin, la marque en France, et je leur avais écrit, au lieu de dire bonjour Michel Augustin, j'avais dire bonjour Augustin et Michel, comme ça change de temps en temps. Et je leur avais écrit un mail directement, j'avais eu leur mail via un réseau Entreprendre français, etc. Donc, probabilité d'avoir une réponse à ce mail était de, je pense, 1 sur 1000, tellement... c'est pas quand même ce que eux revendiquent. Eux, ils essayent d'atteindre un peu tout le monde de cette manière-là, en disant c'est possible, donc... Ouais, tout à fait. Et force de constater qu'ils m'ont répondu, et c'est surtout, c'est Augustin qui m'a reçu. Donc Augustin, un peu la tête marketing du duo. Michel est en plus le financier. Et en gros, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui a fait à un moment que votre marque qui a commencé, comme toutes les marques, tout petit, à la base, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment elle a été portée à la connaissance de tous? Et il m'a dit, simplement, on a commencé en 2004 on n'a jamais eu de grandes idées en marketing. On a toujours exprimé ce que nous on faisait au quotidien. Donc on l'exprimait sur le réseau, dans la presse, etc. Et on était les premiers un peu entrepreneurs en France et à un moment il y a eu un peu la crise et les projecteurs se sont braqués justement sur les entreprises ou les entrepreneurs du coup comme un second souffle on va dire de l'économie et comme eux étaient déjà présents depuis un moment ils exécutaient extrêmement bien leur marketing. À un moment ils avaient un audimat naturel, on va dire une présence naturelle dans les médias gratuite, constante grâce aux projecteurs qui étaient tournés constamment vers eux. Grâce à leur travail. Et donc c'est ça qui est vraiment, à force de travail, de persévérance et de consistance dans leur travail, qui a fait qu'à un moment, ils ont été identifiés comme étant un exemple à montrer et ils ont été portés par le marché français, par les médias français un peu. Ouais, et ils ont une super communauté aussi, je pense qu'ils activent énormément. Mais ça s'est construit tout ça. Franchement, ils ont commencé en 2004 et toi tu... Oui. Après, j'ai un autre exemple aussi, ça c'est un reportage que j'avais vu, il y a une marque aussi qui est très très forte en marketing qui s'appelle le slip français. Ouais. Un jeune aussi qui s'est créé, qui a une ascension fulgurante. Et pareil, toujours dans l'idée de, qu'est-ce qui a fait à un moment qu'il y a eu ce switch, ou à un moment où vous avez une croissance qui est plus ou moins flat, à double digit chaque année, plus 30, plus 40, et qu'à un moment vous faites plus 200, plus 300, plus 400, vous explosez, Et là, en fait, vous voyez, encore une fois, c'est une question sur les mêmes ingrédients, c'est de la consistance au niveau marketing dans le message et un choix qui est fait. Et un choix, c'est aussi renoncer à d'autres choses en termes de positionnement. Donc, on critiquait, dans le sens positif, mais le positionnement de Franklin. Mais il restait consistant dans son message de dire textile français, etc., fait uniquement en France. C'était assez cher, Et à un moment, se sont passées les élections en France, et c'était à l'époque entre Sarkozy et Hollande. Et est venu sur le débat le sujet du textile français qui avait complètement fui à l'international et qui avait complètement fui la France et qui pourtant était un des grands savoir-faire français.
Et cette petite société, cette petite marque ressemblait un peu à ce village gaulois qui avait résisté à l'envahisseur et qui faisait tout en France, entre guillemets. Et donc, pendant les élections, qui a un moment d'attention incroyable, les médias se sont complètement braqués sur eux et ils ont très bien joué le jeu, je pense, parce qu'après, c'est pas le tout d'avoir les médias sur soi. Il faut pouvoir le gérer et être prêt. Et c'est de là qu'ils ont explosé et qu'ils ont bien joué le coup. Donc, je pense que toute marque peut avoir un moment, son moment ouais. Voilà. Et toi, tu sais qu'il va arriver, quoi. Bon, en tout cas, on travaille tous avec mon équipe en termes de qualité de produit, en termes de propositions clients. On a travaillé très dur cette année-ci pour évoluer vers ce vers quoi on va proposer l'année prochaine. Et puis, c'est aussi beaucoup de travail auprès de nos clients, nos distributeurs, pour leur faire comprendre notre évolution et notre vision pour qu'ils voient aussi vers où on va et qu'ils gardent confiance en notre évolution et qu'ils continuent à nous mettre en avant. Et est-ce que, du coup, d'être situé seulement sur le marché belge et de ne pas avoir ce côté déjà plus international, est-ce que tu penses pas que quand tu auras ce côté international, ça va d'office agrandir aussi ta notoriété? Mais bon, c'est quitte la poule ou de l'œuf, mais... Je pense que il y a deux réponses à ça. En fait, la première, la plus prudente, serait de dire que aller à l'international n'est pas la solution, on va dire, à tous les soucis qu'on peut avoir sur un marché national. Au contraire, ce sont les mêmes problèmes, mais juste plus loin. Donc, peut-être un peu plus difficile encore à gérer. Par contre, à côté de cela, il y a des manières d'aborder l'international pour justement pouvoir se protéger de cela et avec les bons partenaires ou avec les bons accords pour justement pouvoir grandir d'une manière plus mesurée ou plus cadrée, on va dire, que de la manière un peu sauvage que l'on a eu ici en Belgique, dans le sens où on a contacté tout le monde dès le premier coup. On a grandi très vite. On est passé en 3 ans de 0 à 500 points de vente, ce qui est quand même énorme à gérer, quoi. En termes de nombre de supermarchés. Donc voilà, après, il y a cette idée de vouloir le faire et de vouloir bien le faire, et le travail qu'on a fait cette année-ci va dans ce sens. Après, ça peut aussi attendre un an de plus, mais ça viendra au bon moment, mais en tout cas, ce sera dans le but de l'évolution, quoi. Et la meilleure chose que tu as apprise en 5 ans? Ouais, enfin, ce que j'ai appris, c'est déjà ça, à me connaître, à me découvrir. Je me suis moi-même découvert enfin, je veux dire, la plus grande certitude que l'on a quand on est à la tête d'entreprise, c'est qu'on gère ce genre de projet, c'est qu'on doute de tout. On est sûr de rien. On peut pas prendre une décision en se disant ça, c'est certain que ça va fonctionner. On fait croire qu'on est sûr, mais on n'est pas sûr, en fait. Voilà, c'est un peu le métier, le grand écart, faut être très souple. Non, mais là où j'ai vraiment appris et où je me suis découvert ou même surpris moi-même, c'est au niveau au niveau personnel. Enfin, oui, je me livre un petit peu, mais c'est de ma capacité à pouvoir m'adapter à n'importe quel interlocuteur, que ce soit au niveau commercial, au niveau financier, au niveau parfois même d'une dégustation en point de vente. Enfin, je veux dire à tous les niveaux de l'entreprise et surtout au niveau plus stratégique. Lors de la levée de fonds notamment, j'étais quand même été en discussion de grands patrons d'entreprise, des grands fonds d'investissement ou des personnes, je vais dire, dont le curriculum vitae dépassera, je pense, toujours ce que j'aurai jamais. et pour autant, avec lesquels j'ai eu un discours tout à fait mesuré, pertinent et légitime. Et je me suis retrouvé du haut de mes 33 ans à avoir ce niveau d'échange avec ce niveau de personnes professionnelles. Et là, je me suis dit, Vincent, sur 50, a vraiment évolué, quoi. Même si je suis encore très jeune et que j'ai encore, comme je dis toujours, tout à apprendre. Je me suis surpris à certains moments de me découvrir cette maîtrise, cette capacité à embarquer les gens, à les convaincre et avoir un discours qui était construit cohérent avec une vision qui emmenait les gens, quoi. Tout à fait. Tes défis pour demain, à part, je dis à part, mais le Nutri-Score, le packaging, les nouveaux produits. Mais donc on a beaucoup de défis au niveau professionnel. On va lancer des Frisco normalement pour l'année prochaine. Je dis encore normalement parce que c'est encore en cours de recherche et développement. Donc, ici en hiver, t'es en saison un peu plus creuse Voilà, mais l'année prochaine on aura aussi des bûches de fin d'année qu'on va lancer. Ah oui, donc beaucoup de lancements, beaucoup de lancements pour l'année prochaine. Et il faut qu'on travaille dur pour être présent à chaque moment. On est bien parti et puis on a une bonne équipe pour le faire.
Donc déjà c'est là, puis arriver à passer les bons messages, la bonne transition entre nos produits actuels et les nouvelles recettes, et à passer les bons messages auprès de mes clients pour que justement ils nous comprennent et nous supportent, parce qu'on répond à beaucoup de leur stratégie ou de leur choix stratégique profond, on va dire, en termes d'entreprise aussi. Et parfois, ils ne l'entendent pas toujours, donc il faut avoir le bon discours, encore une fois, dans la masse, pour arriver à en sortir et à les embarquer là-dessus. Et je pense que voilà, si on fait ça, si on arrive à accroître notre présence visuelle, on va dire, en rayon, à effectuer une bonne transition, lancer de nouveaux produits, et améliorer encore notre communication et nos actions en terrain, je pense que ce sera déjà une excellente année par rapport à notre petite taille et notre toute petite structure. 2020 voilà. sera une bonne... Et puis à titre privé, je pense que après 5 ans, on prend plus de recul aussi. Et puis je viens d'être papa, donc félicitations. Il y a 7 mois déjà, mais merci. Et donc c'est aussi le moment de trouver un peu un équilibre aussi entre la vie passionnelle de l'entrepreneuriat, et qu'il le reste toujours, et puis après la vie familiale où on se ressource. Donc voilà. Pas toujours évident, effectivement, de trouver le... Surtout quand on a les enfants, on veut jusqu'ici, ça se goupille très bien. Et puis encore une fois, et je pense que tout entrepreneur qui m'entend sait qu'on n'y arrive pas seul. Il doit y avoir on va dire un consensus familial et être compris, parce que c'est parfois très prenant, et on est très souvent là physiquement, mais pas là mentalement, parce qu'on a la tête ailleurs ou les idées ailleurs, parce qu'on est constamment en réflexion. Et donc, c'est un principe de base qui doit être accepté et supporté. Sinon, c'est pas possible, c'est pas vivable. Et voilà. Et j'ai vraiment la chance, ça se passe super bien de ce côté-là. Donc, j'estime avoir beaucoup de chance dans ma situation. Tu disais tantôt donc que tu avais rencontré, eu des échanges avec, même rencontré Augustin, de Michel et Augustin. Est-ce que tu as envie de rencontrer une autre personne qui tu voudrais rencontrer finalement? Si tu avais l'occasion comme ça, tu peux rencontrer qui tu veux, dîner avec qui tu veux ce soir, et qui va t'avancer au niveau professionnel. Évidemment, il y a des personnes qui m'inspirent beaucoup maintenant. S'il y en a une qui est décédée, je pense que ma réponse pourrait paraître un peu bateau, mais je vais exprimer pourquoi derrière. En fait, je suis pas du tout un grand lecteur. Je suis pas du tout un lecteur de romans, plus de biographies. Et il y a 2 biographies qui m'ont marqué dans ma vie, on va dire. La première, à titre personnel, c'est Louis de Funès, parce que j'adore ce personnage. Je pense qu'il avait compris énormément de choses sur le fonctionnement de la société, et même en entreprise, par ses mimiques et son attitude dans ses films. Des choses qui sont intemporelles. Je pourrais en parler ça dans un autre podcast pendant 1 heure. Et l'autre, et c'est là que je dis, je veux pas être bateau, mais c'est Steve Jobs. En fait, il résumait en une phrase, je pense, des choses qui sont carrément incroyables, même si, encore une fois, la personne en tant que dirigeant d'entreprise, je pense que je ne dirai jamais que je voudrais lui ressembler, parce qu'il est totalement à l'opposé, je pense, des principes managériaux et de bienveillance d'aujourd'hui. Mais par contre, dans certaines idées, comme le fait de dire qu'on ne recrute pas quelqu'un pour lui dire ce qu'il doit faire, mais au contraire, on recrute quelqu'un qui a les compétences de nous dire ce que nous on doit faire, parce que dans son milieu, c'est ce que j'essaye de faire passer à mes collègues, mais parfois c'est une responsabilité qui est un petit peu lourde pour eux. Ils préfèrent justement être appuyés ou protégés un peu derrière, parce que tout le monde n'a pas ce tempérament non plus de foncer, d'avoir les idées. Donc voilà, après, pour être un peu plus réaliste, oui, il y a plein de grands entrepreneurs. J'admire aussi encore dans les tout grands. J'ai vu un reportage il y a pas longtemps sur Bill Gates, à voir d'où il est parti, ce qu'il a fait. Encore une fois, on parle d'un autre niveau de personnalité et de boulot, mais surtout ce dans quoi il s'est reconverti maintenant. Je pense que voilà. Après, il y a du marketing derrière, etc. Mais le fond est quand même là, l'innovation est quand même là. C'est quand même quelqu'un qui est passionné par vouloir avoir un impact positif sur son environnement. Et je pense que s'il y avait plus d'entrepreneurs, on va dire, qui avaient réussi comme lui et qui donnaient en retour autant, et qui, dans leur réseau, allaient chercher aussi des moyens, parce qu'il n'y a pas que lui. Il va aussi chercher des gens autour de lui pour investir avec lui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui iraient mieux dans notre monde. Après, ça m'arrive souvent sur LinkedIn de voir un chef d'entreprise, un patron, de lui écrire, de lui dire, voilà, je suis un jeune entrepreneur, voilà ce que je fais.
enfin voilà, j'ai particulièrement, enfin voilà, j'apprécie ce que vous faites ou ce pan-là de votre travail. Voilà ma vision des choses. J'aimerais vous rencontrer pour justement en parler ou challenger ma vision, etc. Et bien souvent, j'ai des retours positifs parce que derrière, je pense qu'il y a beaucoup de gens très qualifiés qui ont bossé très dur dans leur vie, qui ont de grosses responsabilités dans des grosses entreprises aujourd'hui, qui à un moment de leur carrière ou de leur vie ont envie de rendre ou de regoûter un petit peu à l'ivresse de l'entrepreneuriat ou de l'insouciance dans une entreprise, et qui se nourrissent aussi en échange de ça. Et puis voilà, après ça amène à des rencontres. Enfin, le réseau Entreprendre, typiquement, dont je suis membre aujourd'hui et dont j'ai été lauréat pendant quelques années, typiquement existe typiquement pour ça, où on retrouve d'imminents chefs d'entreprise qui viennent encadrer des jeunes qui, comme moi, n'y connaissent rien, mais qui ont juste l'enthousiasme et l'envie et l'impertinence de vouloir réussir coûte que coûte, et qui le font. Mais donc voilà, j'ai pas un nom bien précis d'une personne avec qui je voudrais dîner ce soir si j'avais l'occasion, mais je pense que tout chef d'entreprise qui a des valeurs qui ressemblent, enfin voilà, qui veut avoir un impact positif sur son environnement. Je pense notamment à Jacques Cray aussi, qui est président de l'Union Wallonne des entreprises et qui est de Cosecra. Quelqu'un que je suis aussi, que je trouve qui a le courage, voilà, de dire parfois tout haut ce que les gens pensent tout bas dans une société qui est parfois un peu conformiste, et ça correspond un petit peu à notre génération. Et je le connaissais d'une autre vie avant, d'une autre carrière, et donc je lui écris vraiment pour le féliciter, pour lui dire que voilà, que j'étais son soutien, enfin que je trouvais très bien ce qu'il avait le courage de dire et de faire. Donc oui, c'est ce genre de personnes qui m'inspirent. Et puis après, chaque personne, enfin je veux dire, au-delà des personnes qui sont sous les projecteurs, chaque personne qui est dans une association de manière locale, etc., enfin a autant de mérite. Ou de chaque personne qui travaille chez lui pour le zéro déchet typiquement, et qui travaille pour consommer plus juste ou plus durable ou plus local, mérite autant d'avoir de l'attention. Donc voilà, enfin, voilà les échanges, ce qui me passionne aujourd'hui, ce qui m'intéresse comme rencontre humaine, quoi. Ah bien, super. Merci beaucoup pour cet échange en tout cas. Merci de m'avoir accordé du temps. On n'a pas dîné ensemble, on n'a pas mangé plein de glace. On le fera la prochaine fois en tout cas. Et puis bonne route et vivement que Franklin trouve son moment M. Merci, c'est gentil. Bravo et merci. Vous avez écouté cette interview en entier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles. Ça nous aidera à le diffuser plus largement.